Cet enregistrement est une traduction du webinaire du Conseil canadien des normes portant sur la norme canadienne CAN-BNQ 2501-500 qui traite des études géotechniques pour les fondations de bâtiments construites dans les zones de pergélisol. La version originale du webinaire, présentée en anglais le 10 juin 2020 par le Dr Lucas Aronson, ingénieur géotechnique principal pour BGC Engineering et aussi président de l'Association canadienne du pergélisol, est toujours en fait disponible et accessible sur le site web du Conseil canadien des normes. Le but du webinaire d'aujourd'hui est de faire un résumé de la norme canadienne qui a été élaborée par le BNQ et publiée en 2017. Comme vous le savez sans doute, le Nord canadien est extrêmement vulnérable aux effets des changements climatiques et c'est pourquoi le Conseil canadien des normes a mis sur pied l'initiative de normalisation des infrastructures du Nord. Comme le Nord est bien différent des régions du Sud, le but est de développer des stratégies de normalisation adaptées aux particularités climatiques, géographiques, socio-économiques et culturelles du Nord canadien. La norme CAN-BNQ 2501-500 s'inscrit dans le cadre de cette initiative qui vise à favoriser la durabilité et la résilience à long terme des infrastructures du Nord canadien, tout comme la dizaine de normes et les 2 guides déjà publiés et accessibles sur le site web du Conseil canadien des normes. Les normes sont amenées évidemment à être révisées, donc elles peuvent être remplacées par des nouvelles ou des versions plus récentes pour être sûr que leurs contenus sont à jour. Avant de commencer, il faut mentionner que le contenu du webinaire est essentiellement basé sur le contenu de la norme, qui est un document de référence à des fins d'utilisation volontaire. Il revient donc aux propriétaires ou aux ingénieurs d'utiliser ou non la norme en vérifiant si des lois ou des règlements rendent obligatoire l'utilisation du document. Par contre, les pratiques détaillées dans la norme peuvent mettre les utilisateurs sur la bonne voie, donc il est recommandé quand même de prendre connaissance de la norme. Avant de passer au contenu, il est important de souligner que la norme est le fruit du travail d'un grand nombre de personnes qui ont contribué à son élaboration. Donc, on peut citer tout d'abord le comité de normalisation, dont les membres étaient sous la direction de Sarah Brown, présidente du comité. Il y avait aussi le groupe de travail dirigé par le Dr Lucas Aronson et d'autres collaborateurs. Donc, on remercie tous ces gens qui ont contribué d'une quelconque façon à l'élaboration de la norme CAN-BNQ 2501-500. Le contenu de la présentation suit essentiellement la structure de la norme. Vous reconnaîtrez les titres tout au long de la présentation si vous l'avez déjà consulté. Il y aura aussi des références spécifiques à des sections précises. Donc, nous allons commencer par le domaine d'application et quelques définitions et nous passerons ensuite à la planification de l'étude géotechnique. Nous aborderons la qualification requise et les 2 étapes proposées par la norme, soit l'évaluation préliminaire et l'étude du site proprement dite. Finalement, la communication des résultats et les recommandations qui sont essentielles à toute étude géotechnique vont également être abordées au cours de la présentation. Alors, quelles sont les particularités du Nord canadien ou du travail en zone de pergélisol? Ce qu'il faut retenir, c'est que la difficulté du pergélisol ou d'un milieu gelé est la glace de sol. Ceux qui ont travaillé avec le pergélisol dans le Nord savent que la glace de sol peut avoir différentes formes, différentes couleurs, différentes températures. La résistance et la réponse des fondations vont grandement dépendre du comportement de la glace de sol. Surtout dans les zones à proximité de l'océan Arctique, il est possible d'être en présence de sols salins. La salinité va avoir une influence sur le point de congélation, autrement dit la proportion du sol qui reste gelé. Il est donc possible d'avoir un sol non gelé à des températures au-dessous de 0. Par définition, c'est encore du pergélisol, mais il est non gelé. Donc, d'un point de vue géotechnique, ce matériau agit comme un matériau non gelé, mais il a les propriétés thermiques du pergélisol. S'ajoutent à tout ça les changements climatiques. Si on observe leur effet actuel sur l'ensemble de la planète, on voit que l'Arctique est touché plus durement que d'autres régions. En moyenne, on observe un réchauffement de la température de l'air, mais ce n'est pas le seul paramètre à avoir un effet sur les fondations. Des changements connexes comme les précipitations ou la quantité d'eau ont un impact sur les eaux de surface et donc les transferts de chaleur. Les régions près de la côte où
la saison des eaux libres est plus longue, subissent davantage les effets de l'action des vagues ou des variations dans les situations météorologiques, les précipitations, la neige, etc. Bref, les changements climatiques auront beaucoup de répercussions sur les fondations. Il est important de retenir que le niveau de détail d'une étude géotechnique dépend de multiples facteurs. C'est l'une des raisons pour laquelle, lors de l'élaboration de la norme, le comité voulait que les professionnels puissent avoir accès à des outils pour mettre à profit leur expérience, tout en tenant compte des conditions limites propres à l'article. Donc, le document vise à fournir l'information qui permettra la conception et l'entretien d'un bâtiment avec un échéancier et des coûts raisonnables. Bien entendu, comme chaque cas est différent, une solution passe-partout ne peut pas fonctionner, étant donné les différents défis que pose l'article. Par conséquent, la norme vise principalement à fournir une méthodologie cohérente et uniforme. Elle établit les exigences minimales pour la planification, la réalisation et la communication des résultats d'études géotechniques pour les fondations de bâtiments dans les zones de pergélisol. L'approche est donc similaire autant pour les ingénieurs techniques que les propriétaires, de sorte que chacun sait à quoi s'attendre et ce qu'il faut faire. L'aspect de communication des résultats entre concepteurs et propriétaires est important afin que les résultats puissent être utilisés pour concevoir des fondations de bâtiments. L'important, c'est que la conception tienne compte des caractéristiques distinctives du pergélisol, y compris les conditions climatiques saisonnières et interannuelles, de même que celles projetées pour la durée de vie utile des fondations du bâtiment. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération qui peuvent avoir une incidence sur les fondations du bâtiment. En ce qui concerne le domaine d'application de la norme s'applique aux études géotechniques réalisées dans les zones de pergélisol afin de fournir l'information essentielle à la bonne conception des fondations d'un bâtiment ou à la réhabilitation d'un bâtiment existant, qui sont deux volets importants et qui risquent de l'être encore plus dans l'avenir. Les principes établis dans la norme visent les études géotechniques et s'appliquent spécifiquement aux bâtiments. Cependant, ils peuvent aussi s'appliquer à d'autres types d'infrastructures. On sait qu'il n'existe pas de normes pour les remblais routiers, par exemple, ou dans le secteur minier pour les barrages d'eau usée. Donc, la norme, bien qu'elle mette l'accent sur les bâtiments, les principes généraux dans la norme peuvent tout de même s'appliquer à d'autres types d'infrastructures dans le Nord. Avant d'aller plus loin, nous allons voir la section des définitions pour s'assurer de bien se comprendre entre nous. Dans le cadre du webinaire, nous ne ferons pas la revue exhaustive de toutes les définitions présentes dans la norme, mais nous en avons choisi quelques-unes, la première étant « Qu'est-ce que le pergélisol ?» Le graphique à l'écran est l'un des plus importants en ce qui concerne le pergélisol. Si on comprend ce graphique et la courbe en trompette, on comprend vraiment le pergélisol. C'est d'ailleurs parce qu'il contient beaucoup d'informations que ce graphique est si important à comprendre. Premièrement, on voit ici la définition du pergélisol. Donc, sur le dessus, il y a la limite du pergélisol et la couche active, soit la couche qui gèle et dégèle d'une saison à l'autre. Et plus en profondeur, on retrouve la base du pergélisol où la température du sol redevient positive, ici. D'un point de vue technique, il est probablement plus important de comprendre le côté gauche du graphique que le côté droit. Le pergélisol est défini comme un sol ou un substrat rocheux dont la température est égale ou inférieure à 0 degré Celsius pendant au moins 2 années consécutives. Donc, si on regarde la définition, on voit qu'elle dépend strictement du temps et de la température, et vraiment sur la partie gauche du graphique, c'est ici qu'on indique justement ce qui est gelé. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la salinité peut faire baisser le point de congélation, ce qui fait qu'à la base, une des couches peut être composée de sol non gelé, qui se comporte comme tel, mais qui est tout de même considéré comme du pergélisol, et c'est ce qu'on appelle le cryopègue basal, juste ici. Ces aspects sont importants, notamment pour la construction des fondations sur pieux, où il faut connaître les conditions thermiques du pergélisol pour en utiliser la résistance. Un autre terme qui est important à définir est celui de l'expert conseil en géotechnique.
On le définit comme la personne chargée de réaliser l'étude géotechnique pour le client. Le terme anglais est Geotechnical Consultant. Retenez que c'est un poste qui s'accompagne d'une responsabilité. Donc, en tant qu'expert conseil en géotechnique, vous représentez le client et lui donnez des conseils en la matière. Voyons maintenant comment la norme a été pensée. Graphiquement, bon, c'est peut-être un petit peu chargé, mais en fait, le schéma de droite est la version simplifiée de celui de gauche. Donc, ça illustre bien la méthode d'étude de site envisagée et proposée. Donc, tout d'abord, si on regarde, un projet commence par la planification initiale avec le client et l'expert conseil en géotechnique. Puis, il y a l'évaluation préliminaire du site. Comme vous le voyez, certaines sections font référence à la norme, donc on va section 5, section 7, 7.5, 8, 9. Donc, si on continue, après l'évaluation préliminaire, il faudra produire un rapport et comme dans tous les rapports, eh bien là, il va falloir formuler des recommandations. Vous pourriez indiquer que le site est adéquat et que vous avez assez de renseignements pour passer à la conception des fondations. Donc, le chemin ici. Ou encore, vous pourriez indiquer que vous n'êtes pas sûr que le site est adéquat et ou que vous manquez de renseignements pour bien concevoir les fondations et que à ce moment-là, vous devez passer à l'étude du site ici. Donc, dans un troisième scénario, vous avez suffisamment de renseignements et vous pouvez choisir un autre type de fondation. Par exemple, vous envisagiez des fondations superficielles, mais vous devez opter pour des fondations profondes. Cela change grandement la conception. Si vous avez suffisamment de renseignements pour proposer ce changement de type de fondation, alors vous pouvez passer directement à la conception. Le dernier scénario possible, vous avez suffisamment de renseignements, mais vous croyez que le site est inadéquat, alors vous devez recommencer à zéro et repenser le tout. Si on revient dans le deuxième scénario, vous recueillez d'autres renseignements par une étude supplémentaire du site, au terme de laquelle vous allez encore une fois devoir produire un rapport qui contient le même genre de recommandations. Soit vous pouvez concevoir les fondations, soit vous proposez un autre type de fondation à la lumière des renseignements, soit vous déterminez que le site est inadéquat. Donc, généralement, c'est le processus là, qui est recommandé à suivre, recommandé de suivre, en fait, basé sur la norme. Donc, voyons plus près les volets A, B, C, D, qui représentent les différents types d'études supplémentaires en fonction du niveau de risque du projet associé au changement climatique. L'évaluation primaire, qui se base sur l'évaluation documentaire, vous aide à évaluer le risque des changements climatiques. Selon le document CSA plus 4011, il y a 4 niveaux de risque. Donc ici, on voit projet à risque élevé, risque modéré, risque faible et risque négligeable. Donc, tout ça va nous aider à choisir la série d'études, là, en fait. Donc, sans aller trop en profondeur, on peut comprendre que pour les fondations à faible risque, il faut moins d'études différentes que pour les fondations à risque élevé. On pense notamment aux structures qui sont très sensibles aux déformations ou au gel. Si les conditions sont riches en glace ou que la température est élevée, dans un tel cas, vous devrez faire une évaluation qui est beaucoup plus détaillée. La norme présente les différentes études nécessaires selon le niveau de risque déterminé. Donc comme on peut voir ici, niveau C et D, il y a moins de contraintes qu'il pourrait en avoir pour des niveaux de risque plus élevés. La portée de l'étude géotechnique doit prévoir la collecte et l'analyse des renseignements relatifs au site qui seront nécessaires à la conception des fondations du bâtiment. Premièrement, il faut connaître les conditions de la surface et donc à quoi ressemble le site. Quelle est la topographie? Est-ce que c'est en pente, abrupte, plat? Est-ce qu'il y a de la végétation? Quelle est la géologie des formations superficielles? Comment est le drainage? Donc, tous ces aspects sont liés aux conditions de surface. Deuxièmement, il faut comprendre le sous-sol. Quel genre de glace retrouve-t-on?
Où se trouve le substrat rocheux? Par exemple, s'il est peu profond, peut-on l'excaver? S'il est profond, quelles en sont les conditions et quelles sont les caractéristiques de la glace de sol? Quel est le régime thermique du sol? Ces aspects déterminent le type de fondation. Par ailleurs, quels sont les matériaux d'emprunt? La source de gravier est-elle adéquate ou absente? Ces éléments externes sont essentiels à la conception des fondations car ils vont évidemment influencer le coût. Troisièmement, on a les conditions climatiques, non seulement saisonnières, mais aussi interannuelles, qui amènent des variations d'une année à l'autre, en plus des conditions climatiques projetées. Alors, quelles sont les conditions climatiques qui se produiront pendant la durée de vie utile des fondations du bâtiment? Une autre question à se poser. Le quatrième et dernier des grands points, ce sont les risques. Par exemple, ceux découlant de l'aléa sismique ou des changements qu'on prévoit apporter au bâtiment. Très souvent, dans l'article, on essaie de garder la fondation déjà construite puisque c'est déjà assez coûteux. Comme le type ou l'utilisation du bâtiment peut changer, il faut prévoir les éventuels changements afin de prolonger la durée de vie utile des fondations. Lorsqu'on travaille avec le client, il est important d'avoir une compréhension commune. Il faut connaître la description du bâtiment, sa situation évidemment, sa configuration, les dimensions au-dessus du sol, la nécessité d'une entrée particulière et ainsi de suite. Ces renseignements importants doivent être transmis à l'expert conseil en géotechnique au tout début. Par ailleurs, quelle est la fonction du bâtiment? Quelles sont les conditions d'exploitation? Quelle est l'utilisation prévue pour ce bâtiment? On voit ensuite les charges. Quel genre de charges seront appliquées? Quelle est la durée de vie utile des fondations? Il faut aussi tenir compte du fait que le bâtiment pourrait être rénové plusieurs fois en conservant les fondations d'origine, ce qui n'est pas rare. Quelles sont les tolérances acceptables? Où se trouvent les services publics ou autres structures? Est-ce qu'il y a des contraintes temporelles? L'accès à la main-d'œuvre ou à l'équipement peut être limité en région éloignée. Et donc, l'échéancier de construction peut être un critère de conception et justifier le choix d'une conception particulière. Donc, toutes ces questions-là, on doit bien se les poser pour déterminer le bon, pour prendre la bonne décision, en fait. Puis c'est sûr que, évidemment, le travail qui est effectué en région nordique est bien différent de ce qui est fait habituellement dans les régions plus au sud. Donc, la norme met vraiment l'accent sur la compréhension commune. On veut éviter qu'une partie commande le travail et que l'expert conseil en géotechnique s'occupe, lui, du reste en trouvant, par exemple, une solution fixe prête à utiliser. Il faut vraiment que ce soit un dialogue entre les intervenants et que la compréhension commune évolue au fil du projet. C'est essentiel à la réussite de la conception des fondations, bien évidemment. Il y a eu de longues discussions au sein du comité d'élaboration de normes sur la qualification et voici le texte qu'on retrouve maintenant dans la norme concernant la qualification requise pour travailler dans ce type d'environnement. L'intention était d'établir des exigences normatives plutôt que de simples conditions à remplir comme l'inscription à certains cours spécifiques ou l'application de certaines normes. Bien sûr, les experts conseils en géotechnique doivent avoir un permis d'exercice dans leur territoire ou leur province. Ça, c'est pas une nouveauté, on ne vous apprend rien, mais il est aussi important que tous ceux qui réalisent ce genre de projet possèdent la formation, l'expérience et l'expertise relative au domaine concerné. L'expérience dans le domaine est nécessaire. Les sous-traitants, l'équipe chargée de l'étude du sous-sol, les foreurs, les professionnels en géotechnique notamment, doivent tous démontrer qu'ils ont l'équipement adéquat pour travailler dans ce type d'environnement et qu'ils possèdent la formation et l'expertise en la matière. Les études géophysiques dans l'Arctique diffèrent de celles dans un environnement au sud plus chaud. Même chose pour le forage géotechnique avec échantillonnage. L'échantillonnage, c'est une chose, mais l'entreposage et la manipulation des échantillons extraits du sol sont très complexes et font partie intégrante de l'étude du site. Bref, les organismes impliqués sont choisis et supervisés par l'expert conseil en géotechnique qui, lui, s'assure de leur expertise et du déroulement des travaux. Donc, l'ultime responsabilité revient à l'expert conseil en géotechnique, mais le texte devait être rédigé de sorte que toutes les parties, incluant propriétaires, sous-traitants, ingénieurs en géotechnique,
même les organismes de réglementation. Sache que cette expérience est vraiment un élément crucial pour les projets. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, soit les deux étapes qu'on a mentionnées plus tôt en début de présentation. Donc d'abord, l'évaluation préliminaire du site et ensuite l'étude du site. Pour ce qui est de l'évaluation préliminaire du site, elle a pour principal objectif de recueillir les données accessibles. Aucun site n'est sans données. Habituellement, en ce qui concerne les fondations de bâtiments, vous êtes soit dans un hameau ou une petite localité, donc il y a certainement un minimum d'informations que vous pouvez aller chercher. C'est ce qu'on essaie d'obtenir à la première étape d'évaluation qui comporte principalement une évaluation documentaire. Il peut aussi avoir une visite supplémentaire du site au besoin. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a l'évaluation initiale du niveau de risque qui vous donne la direction à prendre, soit une étude du site qui va être plus détaillée, soit simplement l'évaluation de l'information disponible. Si par exemple, durant l'évaluation du site, vous déterminez le niveau de risque est de niveau D, c'est-à-dire que les changements climatiques ne posent aucun risque pour les fondations ou un risque plutôt négligeable, alors les données obtenues à ce stade peuvent suffire pour passer à la conception géotechnique. Par contre, si le niveau de risque est élevé, les données sont peut-être insuffisantes pour concevoir les fondations, ce qui exige de passer à l'étape suivante qui est l'étude du site. Donc, de quoi a-t-on besoin pour l'étude documentaire? Donc, on voit ici toutes sortes d'aspects, mais en tant qu'expert conseil en géotechnique, vous devez décider lesquels parmi la liste suivante sont réellement importants. Donc, la norme ne vous oblige pas à évaluer chacun de ces aspects, mais donne plutôt des conseils sur les aspects à prendre en compte, comme par exemple l'évaluation initiale des conditions climatiques, la sismicité, la géologie de surface et la géomorphologie, les eaux souterraines, la végétation, les caractéristiques du pergélisol, etc. Donc, il n'est pas nécessaire de vous en servir comme une liste à remplir, mais vous pouvez vous en inspirer. Si elle est jugée pertinente par l'expert conseil en géotechnique, une visite du site doit être recommandée. Elle sert surtout à valider les données recueillies lors de l'évaluation documentaire. Comme certaines données peuvent être désuètes, il est important d'aller jeter un œil, mais il est important de rappeler que c'est une discussion entre le client et l'expert conseil en géotechnique qui va déterminer si une visite du site est nécessaire ou non. La raison pour laquelle le comité a hésité à en faire une exigence normative, c'est bien évidemment l'échéancier. Le travail, parfois dans des localités éloignées, où il n'est pas vraiment toujours commode de faire une visite, pourrait retarder grandement la conception et la construction des fondations. Donc, c'est vraiment à chacun de tenir compte des risques associés à chaque décision. Les niveaux de risque présentés plus tôt, de risque négligeable à risque élevé, sont tirés du document CSA plus 4011 qui est employé comme une référence ici. Donc, c'est l'une des normes d'ailleurs de l'initiative de normalisation des infrastructures du Nord qui est accessible gratuitement et qui a d'ailleurs été révisée très récemment là, en 2019. Elle sert de guide technique et fournit des renseignements supplémentaires sur la conception et la construction des fondations dans les régions pergélisolées. C'est un document, je dirais, complémentaire à la norme du BNQ. Ici, la figure en bas, là, en bas à gauche, est un peu difficile à lire, mais essentiellement, elle décrit l'évaluation de la sensibilité des fondations au changement climatique et la conséquence. Donc, si vos fondations ont une sensibilité et une conséquence élevée, on dira qu'elles sont de niveau A. Si la sensibilité et la conséquence sont faibles, on dira que c'est de niveau D. Donc, c'est rien de trop complexe ou de trop sophistiqué, c'est plus une évaluation qui est simplifiée. À la fin de l'évaluation préliminaire du site, les résultats doivent évidemment être présentés dans un rapport, ce qui correspond à l'article 7.5 de la norme. Le rapport est présenté au client et à la suite d'une discussion, vous avez 4 options. Soit vous avez assez d'informations pour passer à la conception,
soit il manque d'informations. Donc, soit vous avez l'option 1, où vous avez assez d'informations pour poursuivre, et l'option 2, où il vous manque des informations pour poursuivre et vous devez passer à l'étude du site. Ou alors, vous avez encore assez d'informations pour faire une proposition de remplacement ou pour déterminer que le site est adéquat. Donc, il y a vraiment 4 options possibles. Mais ici, dans le cadre du webinaire, on va voir plus en détail l'option 2, puisque c'est celle qui s'appliquera probablement dans la plupart des cas, c'est-à-dire où est-ce que vous allez devoir passer à une étude du site qui est détaillée. Donc, ici, on a une série de méthodologies à employer. Donc, si vous avez besoin de précision sur les projections de changement climatique, par exemple, vous pourriez faire appel à des climatologues ou à d'autres ressources pour vous aider à comprendre les conditions environnementales futures. Vous pouvez utiliser d'autres technologies comme la télédétection. Par exemple, on pense à des données de radar interférométrique à synthèse d'ouverture, INSAR, où vous pouvez encore faire appel à des géophysiciens. Évidemment, c'est important de connaître les conditions du sol et de la glace de sol, ainsi que les conditions thermiques, et donc de prélever les échantillons du sol qui sont nécessaires. La norme présente différentes méthodologies et des tableaux. Donc ici, on présente le tableau D1 dans l'une des annexes de la norme qui résume les caractéristiques des diverses méthodes d'études géophysiques. Dans le fond, dans le tableau, on y mentionne des commentaires pour chacune des méthodes, puis on y inclut des avantages et des inconvénients. Parfois, c'est important de souligner toutefois que toutes les méthodes ne sont pas forcément applicables ou possibles en fonction des sites. La norme fournit également des directives sur les puits d'exploration et le forage. Par exemple, il faut réaliser un forage au moins pour chaque section de 200 mètres carrés avec un minimum de 3 forages par site pour bien comprendre son hétérogénéité. Des forages additionnels peuvent être nécessaires si c'est très hétérogène. L'exploration doit se faire sur une profondeur d'au moins 10 mètres, idéalement 15 mètres, mais elle doit certainement être supérieure à la longueur prévue pour les pieux. Il y a 2 aspects à cette étape. Donc, d'une part, on doit bien comprendre le régime thermique du sol, quelle est la profondeur d'amplitude annuelle, quelles sont les températures du pergé du sol, et d'autre part, il faut comprendre en présence de pieux. Donc, il est important de connaître quelle est la résistance de la géliadérance, par exemple. Aussi, vous trouverez dans la norme des recommandations sur les intervalles d'échantillonnage également. Maintenant, le forage. C'est sûr qu'il existe déjà plusieurs références sur le sujet, donc on n'ira pas dans le détail dans le cadre du webinaire, mais la plupart du temps, c'est l'équipement disponible sur le site qui détermine la méthode de forage que vous utiliserez. Cela dit, les tableaux de l'annexe C révèlent les avantages et les inconvénients de chaque méthode de forage, que ce soit des foreuses rotatives, à diamant, soniques, ou encore d'autres foreuses légères ou lourdes. Ce tableau vous aidera à mieux comprendre les différents équipements ainsi que leur application. Une fois les échantillons prélevés, les éléments à évaluer sont recommandés dans la norme. En plus de la classification standard, donc sol gelé, non gelé, cimenté, peu cimenté, on y conseille de recourir à la cryostratigraphie en se basant sur les recommandations de Merton et French et de Linnell et Kaplar, qui incluent le type de glace de sol qu'on peut retrouver. On y reviendra dans quelques instants sur la prochaine diapositive. Dans la norme, le contenu volumétrique en glace a aussi été simplifié et réparti en 5 catégories. On a la glace pure à 100%, puis la glace pauvre en sédiments, la glace riche en sédiments, les sédiments riches en glace et les sédiments faibles en glace. Ces 5 catégories donnent une idée générale des différentes teneurs en glace dans le sol. Elles se basent sur le tassement potentiel, donc pour les sédiments faibles en glace, il y aura peu de glace et donc peu de déformation due au dégel. Quant aux sédiments qui sont riches en glace, la déformation due au dégel peut être plus importante.
Donc, j'ai mentionné Merton et French, qui regardent non seulement la quantité de glace, mais aussi la stratigraphie et la cryostratigraphie en particulier. On peut voir ici différents types de glace. Donc, on a sans structure, pardon, on a sans structure, lenticulaire, plusieurs autres. On peut voir aussi même qu'il y a de la glace qui est parallèle, non parallèle. Donc, ces descriptions vous aideront en faisant en fait ce type d'analyse, ce type d'étude. Ça va vous permettre ensuite d'analyser l'origine de la glace, ce qui est de l'information vraiment pertinente pour les concepteurs. C'est une chose de comprendre la glace, mais il faut aussi comprendre la température. Si le pergélisol est froid, la sensibilité au changement climatique est beaucoup plus faible que celle du pergélisol chaud, qui est déjà près de 0 degré Celsius. Que ce soit à moins 0,1 degré Celsius ou à 0 degré Celsius, un réchauffement de 1 degré Celsius aura des conséquences différentes que si le pergélisol est à moins 4 ou moins 5 degrés Celsius. C'est donc très important d'utiliser les températures du sol pour comprendre les changements au fil du temps. Il faut comprendre la température minimale et maximale du sol, la température moyenne annuelle du sol, la profondeur d'amplitude annuelle nulle, mais aussi l'épaisseur de la couche active. Une fois que vous connaissez celle-ci, elle sert de paramètre de conception de paramètres importants pour les pieux ou pour le remplacement des matériaux dans les fondations peu profondes. Il faut vraiment bien comprendre ces principes. Vous trouverez aussi dans la norme des recommandations d'instruments à choisir, pas nécessairement des marques précises, mais par exemple un système d'acquisition de données connecté à un câble de température du sol muni d'un ou de plusieurs capteurs à intervalles est fortement recommandé à cette étape-ci. Retenez aussi que comme le forage cause des perturbations thermiques, on ne peut pas forer et faire la prise de mesure de température immédiatement après. Donc, c'est sûr que sinon, les températures là, seront probablement influencées par le forage. Pour cette raison, c'est suggéré d'installer un appareil de surveillance ou un enregistreur de données pour voir comment les températures fluctuent et lorsqu'elles se stabilisent, vous avez ainsi une idée beaucoup plus précise du régime thermique du sol. En ce qui concerne les propriétés du sol, vous avez une liste de recommandations de quelques propriétés géotechniques à examiner, comme pour n'importe quelle étude géotechnique. Un des paramètres les plus importants qu'il ne faut pas oublier de mesurer, c'est la salinité. Comme mentionné dans l'introduction, la salinité peut faire baisser le point de congélation, donc la mesure de salinité d'un échantillon de sol est un incontournable pour les mesures de site dans les zones de pergélisol. Quant au sol gelé, il faut examiner la masse volumique apparente, la susceptibilité au tassement dû au dégel, la consolidation due au dégel, la teneur en eau non gelée et selon le type de fondation, le fluage, la résistance et la géliadhérence. Donc voilà, les différents paramètres à mesurer et à évaluer. Encore une fois, tout dépend vraiment du type de fondation. Puis on n'utilisera pas des échantillons gelés non remaniés pour tous les tests et pour chaque étude du site et pour chaque fondation du bâtiment. Donc, ce sera vraiment là, déterminé par le type de charge et le type de fondation. Pour ce qui est des propriétés thermiques, si on parle par exemple d'une construction à risque élevé, il faut faire une modélisation géothermique. Donc, c'est aussi important de bien comprendre les propriétés thermiques comme la chaleur spécifique, la chaleur latente de fusion du matériau et la conductivité thermique des différentes couches pour être en mesure de concevoir un bon modèle. Enfin, en présence de substrats rocheux, ici, on voit les mesures et les propriétés à connaître pour documenter la stratigraphie et la cryostratigraphie, incluant la texture cryogénique. Mais la présence de substrats rocheux n'exclut pas la présence de glace de sol. Il peut y avoir des fissures et des fractures remplies de glace de sol
ou beaucoup de glace de sol, même s'il semble n'y avoir que du substrat rocheux. C'est pourquoi il faut vraiment bien analyser le substrat rocheux et sa température pour savoir s'il y a de la glace de sol ou non. Ici, je vous présente le tableau de l'annexe C qui est en fait des lignes directrices là, sur le forage de différents substrats rocheux avec encore une fois des commentaires là, qui peuvent être très utiles. La dernière section qui est essentielle pour transmettre efficacement l'information au client porte sur le rapport. Donc, la section 9 présente une structure claire des éléments à inclure dans votre rapport, tels que la portée de l'étude, les conditions climatiques, la sismicité, si vous êtes en zone sismique, les conditions à la surface et ainsi de suite. Cette structure va vous aider à rédiger votre rapport, mais aussi à bien communiquer l'information à votre client. Comme vous le voyez, vous devrez aussi aborder les usages passés du sol, qui peuvent causer des perturbations dans les fondations. Si par exemple, il y a déjà eu un bâtiment sur le site, le régime thermique du sol sera différent de celui d'un site vierge. Donc, l'historique d'usage du site est donc un élément crucial à inclure dans son rapport. Sans entrer dans les détails, l'article 9.12 présente l'information que vous devez inclure en tant qu'expert conseil en géotechnique en ce qui a trait à l'étude du site pour caractériser les conditions du sous-sol. Ce document permet aussi aux clients de savoir à quoi s'attendre et ce que le rapport de l'expert conseil en géotechnique doit contenir. Dernier point, mais non le moindre, les recommandations sur la convenance du site. Donc, après avoir réalisé l'étude d'un site, vous devriez être en mesure de formuler des recommandations. Comme on le disait plus tôt, soit vous avez assez d'informations pour bien concevoir les fondations du bâtiment, pour proposer un autre type de fondation ou pour déterminer que le site est inadéquat, soit encore vous manquez d'informations. Quelle que soit l'option, elle doit être expliquée clairement dans le rapport de l'expert conseil en géotechnique pour que le client connaisse les mesures et la direction à prendre. Dans les derniers points du rapport, le choix du moment de la réalisation de l'étude géotechnique est abordé puisque le moment de l'année où l'étude a été menée peut avoir des répercussions sur les caractéristiques du sol près de la surface. Le tableau 1 de la norme traite de certaines de ces contraintes qui sont reliées aux différentes saisons et le tableau peut également être d'une grande utilité pour la planification des travaux pour la construction des fondations puisqu'encore une fois, le choix du moment va avoir une grande incidence sur le type de fondation choisi. Il faut aussi noter l'accessibilité et la mobilisation de certains équipements qui sont plus faciles à certains endroits ou à certaines périodes de l'année. Bref, il y a quand même beaucoup d'aspects qui entrent en jeu dans les études du site et la conception de fondations dans les régions arctiques. Donc, c'est pour ça que la norme, en fait, là, CAN BNQ 2501-500 existe là, pour vraiment guider là, les études. Donc, c'est ainsi que se termine la présentation. J'aimerais vous rappeler que la norme CAN BNQ 2501-500 est disponible gratuitement, téléchargeable gratuitement sur le site web du Bureau de normalisation du Québec. Donc, merci pour votre attention et bonne journée.